Monsieur, prenez place, je vous en prie, asseyez-vous. Ce matin, on vous donne rendez-vous sur les bancs de l'amphithéâtre. Et oui, les études supérieures sont à l'honneur. Alors que la nouvelle procédure d'admission post-bac Parcoursup est au cœur de l'actualité, nous avons souhaité en savoir un peu plus sur le système éducatif de nos voisins. Sur quels critères est-on admis dans les grandes universités? Comment se déroule le cursus? Est-il déterminant pour l'avenir de l'étudiant? Et combien coûte-t-il? Autant de questions auxquelles répondront 4 de nos correspondants. Et en raison du décalage horaire avec certains d'entre eux, toute la séquence qui suit, vous vous en doutez, a été enregistrée. Pour ce cours magistral, voici donc nos professeurs du jour. Arnaud Miguet qui nous attend à Pékin, Fanny Leterre que nous rejoindrons à Rio de Janeiro, Sylvain Lepetit, notre correspondant aux Émirats Arabes Unis, et enfin Jacques Cardos qui nous donne rendez-vous, lui, à Washington. Alors, pour la première escale, direction la Chine, où les élèves sont soumis à rude épreuve. Une épreuve qui porte d'ailleurs un nom, le Gaokao, l'un des examens sans doute les plus compétitifs au monde. Bonjour Arnaud, combien de jeunes Chinois d'abord tentent de décrocher ce précieux sésame chaque année? Ils sont nombreux, j'imagine. Bonjour Laurent, 9 500 000 Chinois se présentent chaque année au Gaokao, vous l'avez bien prononcé, qui veut dire littéralement grand examen. Alors c'est un passage obligé pour les études supérieures, mais c'est ici le test d'une vie. 4 matières, 2 jours d'épreuve. Chinois évidemment, mathématiques, sciences et l'anglais. Imaginez une ville où tout s'arrête, où la circulation est stoppée. Les klaxons sont interdits, les sirènes des ambulances ne retentissent plus pour laisser passer les étudiants à ce concours. Ce sont les forces spéciales qui apportent les questions d'examen. Eh bien, c'est ce qui se passe en Chine tous les ans au mois de juin. Toutes les villes, tout le pays retient son souffle, tant la pression est immense pour ces jeunes Chinois, mais aussi sur leurs parents qui sont prêts à tous les sacrifices, comme nous le montre ce reportage de Justine Jankowski. Regardez. C'est un événement national retransmis à la télévision. Tous les ans, au mois de juin, les élèves passent le Gaokao, le ticket d'entrée pour l'université. Un examen tellement compétitif qu'en Chine, il existe une ville entière qui y prépare. Mao Tanchang, l'usine à bac. Ici, la journée commence tôt. 5h30, Zhang Wenzhou réveille son fils. Tu as quoi comme examen aujourd'hui? Maths, anglais et sciences. Dans notre village, l'éducation n'a pas beaucoup d'importance. J'ai entendu dire que cette école était vraiment bien. C'est pour ça qu'on est venu ici. Car Mao Tanchang a le meilleur taux de réussite du pays. Mais à quel prix? Pour ces 15 000 lycéens, pas un jour de repos et 16 heures de cours par jour. Des sacrifices que les familles payent aussi. Pour rester proche de son fils, Zhang Wenzhou a trouvé un travail dans cette usine du coin. Ici, il n'y a que des mamans de lycéens. Elle gagne 200 € par mois et se saigne pour payer 4 500 € par an de frais de scolarité de son fils. Même combat pour cette autre maman. Il est 23h, son fils sort de cours, elle vend des nouilles dans la rue. Moi, je n'ai pas été plus loin que la primaire. Je ne veux pas le laisser devenir comme moi. Étudier, c'est le seul moyen de réussir. Personne ne veut d'un travail sous-payé. Tu as préparé ta candidature pour l'université de Shanghai? Ils ont un bon niveau là-bas. Non, mais je ne serai jamais assez haut dans le classement pour y entrer. C'est très compétitif ici. Mais quand on vient de la campagne, pour entrer à l'université, c'est le seul moyen. Je suis très reconnaissant envers ma mère. Une année entière de sacrifices aussi pour Zhang Wenzhou et son fils, pour l'examen d'une vie. Je suis sûre qu'il peut y arriver. S'il ne réussit pas le concours d'entrée, je ne le blâmerai pas. Lui et moi, on est le même genre de personne. On est solide. Donc même s'il n'y arrive pas, il trouvera un autre moyen de s'en sortir. 82% d'entre eux obtiendront leur bac. Promesse d'un avenir meilleur pour toutes ces familles. Oui, mais alors dites-moi Arnaud, est-ce que ce fameux examen détermine réellement l'avenir des jeunes Chinois?
Un seul examen scelle toute une vie, c'est une expression qui en dit long. L'accès aux études supérieures est important partout dans le monde, mais en Chine, ça revêt une toute autre dimension. Tradition confucéenne oblige, l'éducation est fondamentale ici. En cas d'échec, ce sont des boulots mal payés, et puis c'est surtout une immense déception, vous l'avez vu, pour toute une famille, et c'est parfois considéré comme une honte. Alors, si en principe tous les étudiants sont censés se préparer et avoir accès à ce concours et sont sur un pied d'égalité, on est loin de l'école républicaine, car ce sont les Chinois des grandes villes formés dans les meilleurs lycées. Il faut savoir qu'en Chine, on va dans le lycée de la ville de sa naissance, qui passe le mieux cet examen et donc ont accès, Laurent, aux meilleures universités. Et si un étudiant français a envie de poursuivre ses études en Chine, il doit lui aussi le passer, ce fameux Gaokao? Non, pas besoin de passer le Gaokao, le bac suffit et un dossier d'inscription. Puis il faut savoir qu'on a le choix. 2000 établissements d'études supérieures en Chine, il y a moins de 100 universités en France. La Chine devient une destination de plus en plus prisée. C'est la deuxième destination des étudiants français, des grandes écoles par exemple. Juste après le Royaume-Uni, il y a à peu près chaque année 10 000 Français qui viennent étudier ici, en Chine. Mention très bien. Merci beaucoup Arnaud, à bientôt. Alors pour les prochains partiels, rendez-vous au Brésil où nous attend Fanny Lothaire. Bonjour Fanny. Alors j'ai cru comprendre que les études étaient très codifiées chez vous aussi. Pour commencer, est-ce qu'il existe un équivalent du baccalauréat et si oui, où mène-t-il ? Bonjour Laurent, oui, au Brésil, en fait, pour entrer à l'université, il existe ce que l'on appelle un vestibular. C'est une sorte de baccalauréat qui permet d'accéder à telle ou telle université en fonction des notes qu'on a obtenues. Et depuis 1988, la Constitution brésilienne reconnaît le droit des peuples indigènes à une éducation différenciée pour pouvoir les intégrer à la société occidentale. Il existe donc un vestibular spécifique, différentiel pour les indigènes, car pour la plupart, eh bien, le portugais n'est pas leur langue maternelle et à la clé, un changement de vie radical, comme vous allez le voir dans ce reportage réalisé avec Caroline Leduc. À 4 heures de route de São Paulo, la capitale économique, nous sommes dans la réserve de Copenotti. 500 indigènes Telena habitent ici, un territoire protégé dans lequel ont toujours habité Claudio Félix et sa famille. Mais dans quelques jours, tout va peut-être changer. Ça va nous manquer ces plats, mais on en emportera avec nous de temps en temps quand on rentrera à la maison pour ne pas être trop triste. À plus de 40 ans, avec Luisa, sa femme, ils viennent de sauter le pas et de tenter le vestibular, le concours d'entrée à l'université publique de São Carlos, la grande ville voisine. Un concours spécifique conçu pour les indigènes. C'est chez nous. D'habitude, je révisais assis sur le canapé. Ou sinon, je m'installais à une petite table dehors. Et j'étudiais durant 2 ou 3 heures au maximum. Car on devait travailler notre terre. Claudio et Luisa rêvent d'être ingénieurs agricoles pour aider leur village à se développer. Ils ont étudié pendant 6 mois avec quelques livres prêtés, sans ordinateur et sans Internet. C'était système D. Avec mon téléphone, j'allais faire des recherches pour eux sur Internet, là où ça captait pour les aider. S'ils obtiennent leur vestibular, ils devront quitter leur ferme et leur famille pendant 5 ans. Un changement radical. On est tout le temps dehors dans nos champs, mais on ne veut pas passer notre vie à travailler dur sous le soleil. On veut travailler dans l'ombre, avec la climatisation. Sans la politique de quotas, vous auriez passé le test ? Ça aurait été très difficile. Car l'université est très éloignée et implique de nombreux frais. Il faut 6 heures de marche et de bus en tout. Le ticket coûte 20 €, une fortune pour Claudio, qui n'a quitté son village qu'une fois pour passer le concours. Ça va être dur et long, mais ça en vaut la peine, parce que c'est pour revenir travailler ensuite dans notre communauté. À São Carlos, sur le campus, 147 étudiants sont d'origine indigène comme lui. Bonjour. Il y a Internet ici pour tous les étudiants. Cette association d'étudiants les aide à s'intégrer et surtout à obtenir la précieuse bourse qui leur est réservée de 250 € par mois. Vous avez le droit à une bourse pour vous loger, pour vous nourrir
et aussi à une bourse pour financer les différentes activités que vous voulez faire sur le campus. Ce vestibular spécifique, qui nous offre des places à la faculté, c'est une grande conquête pour les peuples indigènes. On se bat depuis toujours pour la récupération de nos terres et grâce à ça, on arrive à faire entendre notre voix dans les débats politiques. On se bat d'égal à égal avec les non-indigènes. En pleines vacances scolaires, Claudio a le droit à une visite privée, sa future bibliothèque, ses futures classes d'ingénieurs. Si tout se passe bien, il pourra y étudier à la prochaine rentrée dès mars. Les résultats de son vestibular tomberont dans quelques jours. Mais Fanny, pourquoi avoir recours finalement à ce concours d'entrée spécifique? Ça veut dire que les quotas ne suffisent pas? Eh bien non, parce qu'au Brésil, les quotas existent, des quotas pour les minorités qui garantissent 5% des places pour les minorités dans toutes les universités publiques. Mais ça ne suffit pas parce que tout le monde doit passer le vestibular. Faut-il encore accéder à ces places garanties pour les minorités? Et vous l'avez vu dans le reportage, Claudio est un indigène Terena qui parle plutôt très bien le portugais, mais ce n'est pas le cas de tous les indigènes. Vous savez, ici, c'est un pays continent, il existe plus de 300 ethnies différentes. Certaines sont très éloignées de tous les centres urbains ou de la culture occidentale. Il faut comprendre que pour certains indigènes, eh bien, la notion de temps, de passage d'épreuves, de questionnaire, eh bien, elle est vraiment complètement à l'opposé de la nôtre. Alors il faut adapter ce vestibular avec un vocabulaire différent, avec un temps d'apprentissage différent et qui s'adapte à la façon de vivre, aux traditions de ces indigènes. Et donc ce système que vous nous avez décrit, ce système a fait ses preuves? Oui, plutôt plus de 15 universités dans tout le Brésil, 15 universités publiques ont adapté ce vestibular différentiel. Ça permet à des centaines d'étudiants depuis les années 90 d'y avoir accédé, d'avoir bénéficié de ce système pour rentrer à l'université et surtout d'avoir pu en faire bénéficier leur communauté parce que la plupart des indigènes, comme Claudio, veulent une fois leur diplôme en poche revenir chez eux, revenir dans leur village pour pouvoir dispenser leur savoir, pouvoir par exemple devenir ingénieur agricole pour aider à l'agriculture locale, pouvoir devenir professeur pour pouvoir enseigner, former les nouvelles élites indigènes ou pour pouvoir devenir avocat, pour pouvoir défendre les droits indigènes et leurs terres. Ok Fanny, merci beaucoup et à bientôt évidemment. Allez, il est temps de faire une petite pause numérique avec Julia Livage. La toute nouvelle plateforme d'inscription post-bac, Parcoursup, a donc ouvert ses portes ce lundi. Et c'est sur Internet que ça se passe. Exactement, Parcoursup est une plateforme en ligne pour s'inscrire dans le supérieur. C'est aussi simple que ça. Ça succède au site qui s'appelait Admission Post-Bac. Les élèves de terminale, mais aussi tous les étudiants qui veulent se réinscrire en première année d'études supérieures, eh bien, vont pouvoir s'y inscrire et formuler leurs vœux d'orientation à partir de lundi 22 janvier, donc lundi prochain. Près de 800 000 lycéens et étudiants en réorientation vont donc pouvoir s'inscrire et choisir leurs vœux vers plus de 12 000 formations qui sont proposées. Alors pour comprendre, on a plein d'outils extrêmement pédagogiques sur Internet. D'abord, la page relativement claire du site de l'Éducation nationale, qui est une page qui est uniquement réservée à ceux qui passent le bac cette année. Donc, bon courage à tous ceux qui sont nés en 2000 pour être les premiers à expérimenter Parcoursup. Vous avez aussi cette page. Alors là, c'est la FCPE, donc l'association de parents d'élèves, qui propose cette page. Alors là, on va vraiment vous expliquer au travers d'un calendrier autant ce que vous devez faire vous que ce que vous allez pouvoir faire au lycée. Et le comparatif est assez intéressant. Et puis vous avez le site du Monde qui, lui, s'est carrément attelé au travers d'une jeune femme qui s'appelle Léa, eh bien, à nous présenter ce qu'allait pouvoir être le parcours de l'étudiant et évidemment le site officiel Laurent de Parcoursup. Oui, mais comment ça marche? On n'aurait pas besoin d'un petit cours pratique, là? Alors, en fait, le parcours est assez simple, mais ce qu'il faut, c'est vraiment, vraiment respecter la chronologie. On l'a vu, 15 janvier, le site était en ligne. Et la semaine prochaine, la saisie des vœux est possible. 10 vœux maximum sans avoir à les classer, ça, c'est très important. Février 2018, il sera temps pour l'étudiant d'affirmer son projet. Il doit examiner les formations et dans le même temps, une semaine d'orientation lui est proposée au lycée. Mars 2018, le 13 à 18h, clôture des vœux. Dernière date de formulation. Cette date est extrêmement importante, Laurent. Et puis, juillet 2018,
l'étudiant s'inscrira dans l'établissement validé. Oui, et puis Julia, j'imagine qu'en une semaine, il y a déjà pas mal de réactions sur la toile, non ? Ah bah, concrètement, sur les réseaux sociaux, le hashtag Parcoursup génère évidemment beaucoup de choses. On se pose des questions, on se félicite du projet, on le critique, tout et son contraire comme d'habitude sur Internet. Je vous invite à suivre ce qui se passe au travers de ce hashtag Parcoursup. Vous y verrez beaucoup de choses. En gros, on va reprocher un petit peu la complexité de la plateforme et puis une certaine sélection. On va imaginer que c'est la fin de l'accès à tout le monde, à toutes les formations. Les critères sont souvent liés à l'origine sociale. En tout cas, c'est ce qu'on critique sur les réseaux sociaux. Les critères sont exprimés très clairement. Chacun après d'y voir ce qu'il veut y voir et comment ça va fonctionner. Super, merci Julia pour les infos. Allez, changement de décor, direction maintenant de la péninsule arabique où les conditions d'études sont particulièrement luxueuses. Équipements sportifs, haut de gamme, ordinateurs flambant neufs, tout est mis en œuvre pour appâter les futurs élèves. Bonjour Sylvain. J'ai l'impression que l'étudiant est roi aux Émirats, non ? Bonjour Laurent. En effet, dans le Golfe, pas d'amphi surchargé ni de liste d'attente. Tout est fait pour convaincre les étudiants. Certaines universités proposent des bourses de plusieurs milliers d'euros. D'autres offrent des cursus spécifiques, comme la Sorbonne Abu Dhabi qui propose un diplôme en français identique à celui de l'université parisienne. Avec Miyuki Droz, nous sommes retournés sur les bancs de l'université, au Qatar et aux Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis, petit pays de 10 millions d'habitants, compte pas moins de 90 antennes d'universités étrangères. Une grande majorité d'anglo-saxonnes et une seule a donné ses cours en français. La Sorbonne Abu Dhabi. Bonjour. Une manière de se démarquer sur ce marché compétitif en attirant les étudiants séduits par la langue de Molière. Entre 4 à 5% de croissance. L'apprentissage des langues étrangères, c'est vraiment intéressant de pouvoir étudier les cultures différentes et notamment la culture française, pas seulement le Tour Eiffel et la baguette, etc. Le campus compte 900 étudiants, dont un tiers d'émiriens. Ces infrastructures permettraient d'en accueillir plus. Pour faire sa promotion, le vice-chancelier organise des journées portes ouvertes, comme aujourd'hui avec un groupe d'expatriés français. Il y a 92 000 livres en accès libre. Par exemple, il y a toute la Pléiade ici. Vous avez exactement la même qualité d'accès, la cohue en moins que n'importe quelle bibliothèque universitaire française. Donc les étudiants, vous allez voir, ont le choix entre salade bar, cuisine orientale, cuisine italienne. Thank you. Des conditions qui séduisent cette mère de famille qui a fait ses études à la Sorbonne, Paris. C'est hyper intéressant. Puis, je suis impressionnée par le campus, moi. Si on pouvait avoir ça en France. Et ce n'est pas fini. Salle de sport ultra moderne, dortoir à quelques pas des salles de cours. Inaugurée il y a 11 ans, la Sorbonne Abu Dhabi ressemble à un campus à l'américaine. Le standard d'Abu Dhabi est équivalent à ce qui se fait mieux en Chine, aux États-Unis et en Europe. À l'époque de la globalisation et de l'information, si vous n'avez pas un campus digital, si les étudiants et les enseignants ne peuvent pas optimiser leur temps d'études sans perdre de temps entre la résidence et l'université, vous n'êtes plus aux normes. L'inscription coûte 12 000 euros par an. À la Sorbonne, les étudiants locaux payent leur formation, mais c'est une exception dans le Golfe. En général, les jeunes émiriens ou qatariens se font financer leur cursus par des bourses astronomiques pouvant atteindre des dizaines de milliers d'euros par mois. En plein centre de Doha, HEC Paris a ouvert une antenne destinée à la future élite du royaume. À 32 ans, Mohamed touche un salaire de plus de 16 000 euros par mois d'un grand groupe qatarien. En contrepartie, il devra travailler pour eux après avoir obtenu son MBA. Ça fait partie d'une politique nationale. Le gouvernement encourage les Qatariens à étudier par tous les moyens. Il met à leur disposition le maximum d'options, des formations gratuites, des universités prestigieuses. Avec ces investissements massifs, les pays du Golfe espèrent encourager la formation de leaders politiques et économiques afin de moins dépendre des expatriés. Ah, ça en jette, hein, très impressionnant. Merci beaucoup Sylvain, à bientôt. Alors retour chez nous à présent avec Isabelle Martinet. On va faire le point sur le système post-bac en France. Pour commencer, bonjour Isabelle. Bonjour Laurent. Est-ce qu'on se situe sur l'échiquier international des études supérieures, nous en France ? Alors, avec une centaine d'universités, environ 2500 écoles d'enseignement supérieur, j'ai le plaisir de vous annoncer, Laurent, que nous sommes le 4e pays d'accueil d'étudiants étrangers.
Ah, j'ai eu peur. Super. Hein. Bon, alors, comment s'organise l'enseignement supérieur? Oh bien, après le bac, il s'organise toujours autour de 3 catégories de formation. L'enseignement universitaire, les écoles et les classes prépa ouvrant la voie aux grandes écoles, et puis la filière professionnelle. On peut ainsi opter pour des études longues, courtes ou spécialisées dans un secteur professionnel. Cela dit, comment on fait pour s'y retrouver dans ces différentes formations? Là, c'est pas facile. D'abord parce que ça nécessite de choisir une orientation dès 18 ans. Ensuite, il faut bien savoir qu'aujourd'hui, on a pléthore de possibilités à disposition, avec en prime un système d'équivalence qui crée des passerelles. Alors, l'avantage, c'est qu'évidemment, ça multiplie les opportunités, mais il faut aussi avouer que ça complexifie un peu les cursus. Alors, pour essayer de résumer, l'université publique prépare un bachelor, bac plus 3, un master, bac plus 5, un doctorat, bac plus 8, mais elle propose aussi des cursus plus courts et professionnalisés qui vont déboucher sur un DUT, un diplôme universitaire technologique. Et puis la dernière actualité, on l'a vu avec Julia, c'est cette nouvelle plateforme d'accès à l'université où désormais, eh bien, dans les filières saturées, on ne fera plus de tirage au sort et où l'admission se fera sous condition de niveau. Et vous ne me parlez pas des grandes écoles? Mais si, je vais vous en parler, parce que face à une multitude d'écoles, eh bien, c'est vrai que les grandes écoles restent quand même le prestige de la France. Qu'elles soient publiques ou privées, elles recrutent généralement sur concours sélectif, après des classes préparatoires qui sont axées littéraires ou scientifiques ou économiques. Elle prépare quelquefois des cursus spécifiques, par exemple en architecture ou en politique. La durée moyenne des études, c'est 5 ans. Et puis, il y a la filière professionnalisante qui prépare avec un BTS, brevet de technicien supérieur, en 2 ans, un diplôme donc dans des domaines divers. Et ce qu'il faut savoir, c'est que parallèlement à toutes ces études, les jeunes peuvent aujourd'hui effectuer des stages en entreprise, accéder à une formation par apprentissage, ou simplement accéder à une alternance. Et c'est là encore un premier pied mis dans la vie active, dans la vie professionnelle. Ouais, joli catalogue quand même. Alors ça fait combien d'étudiants tout ça? Et puis quelles sont les filières privilégiées? Alors, nous avons en France plus de 2 600 000 jeunes inscrits en études supérieures. C'est 50 000 de plus que l'année précédente. C'est l'université qui se taille encore la part du lion au niveau des effectifs avec 62%. Mais c'est dans les écoles de commerce que le nombre d'étudiants progresse le plus. Et aujourd'hui, en 2018, ça coûte combien les études? Alors là, on va passer au petit volet douloureux. C'est-à-dire que si dans l'université, les frais d'inscription sont de 200 à 600 euros par an, et puis c'est tout, eh bien les frais de scolarité dans les écoles privées peuvent atteindre 10, 20, voire 30 000 euros. C'est-à-dire qu'on se rapproche petit à petit des États-Unis. Alors sans même aborder le coût d'éventuels échanges à l'étranger, il faut quand même rajouter à cela le logement, le transport, la vie quotidienne. Donc c'est cher, ça fait mal. Oui. Et puis on sait que tous les foyers ne peuvent pas assumer justement un tel prix, un tel coût. Alors est-ce que les aides ont évolué en même temps que le coût de la vie justement? Alors, première chose déjà, le budget du ministère de l'Enseignement supérieur a progressé de 850 millions en 2017, ce qui permet notamment à 700 000 jeunes de bénéficier d'une bourse. Et puis en parallèle, il y en a quand même pratiquement 1 jeune sur 2 qui occupe un job durant la durée de ses études. Puis dernier point, eh bien, les prêts bancaires sont maintenant bien adaptés à leurs clients, avec notamment, on n'a pas besoin, si vous voulez, d'avoir un apport préalable pour démarrer ce prêt, puis se renégocie plutôt bien au fil des années, enfin à des taux avantageux, même s'il est vrai, on sait très bien que l'intérêt des banques, c'est bien sûr de favoriser l'autonomie des jeunes, parce qu'il faut pouvoir les conserver comme clients. Évidemment, on ne reste pas étudiant toute sa vie. Et ben voilà, on a compris la leçon, je crois. Merci Isabelle. Vous pouvez y aller, l'école est filmée, comme Absolument, on dit, l'école est filmée. Merci. Pour la dernière étape, direction les États-Unis, où la course à l'excellence a un prix, là encore. Alors certaines universités prestigieuses réclament des frais d'inscription exorbitants. Bonjour Jacques. Est-ce vraiment utile de dépenser autant d'argent pour des études supérieures ? On est franchement en droit de se poser la question, faut-il absolument vouloir rentrer dans ce que l'on appelle l'Ivy League? Alors l'Ivy League, c'est les 20 meilleures universités américaines. Un classement qui est établi selon un certain nombre de critères, notamment le nombre de prix Nobel ou d'autres prix. Est-ce que ça vaut vraiment le coup, sachant que dans le pays, il y a aussi de très bonnes universités publiques? Et sachant surtout, on en parlait à l'instant, que les prix sont exorbitants. Le ticket d'entrée pour Princeton, Harvard ou encore Columbia va de 20 000 à 40 000 euros par an et par étudiant. Pour ce prix, on a quand même le droit au logement, enfin quand même.
Est-ce que ça vaut pas le coup d'aller vers des universités publiques? Il y en a beaucoup de très grande qualité, vous allez être impressionnés. On a voulu faire un sorte de test comparatif entre une université privée et une publique en Caroline du Nord et en Floride. C'est parti, image signée Régis Massini. Faire son entrée dans la majestueuse université de Duke en Caroline du Nord, c'est accéder à l'élite de la nation avant l'heure. Au même titre qu'Harvard ou Princeton, Duke fait partie du top 10 des universités américaines. L'architecture, inspirée de Cambridge en Angleterre, est là pour le rappeler à chaque étudiant. Faire ses études ici se mérite. Les frais de scolarité sont autour de 40 000 euros. Pour le logement et la nourriture, il faut compter 20 000 de plus, donc en tout, ça me coûte 60 000 euros par année. Mes études vont me coûter environ 200 000 euros et j'ai tout emprunté. Vous vous êtes endetté à 100%? Oui, entièrement. Et encore, en théorie, cela pourrait être beaucoup plus cher. Car ici, c'est le service 5 étoiles et le plus grand confort dans tous les domaines. Pour atteindre le niveau d'exigence que l'on s'est fixé, chaque étudiant nous coûte 100 000 euros par an, mais on ne les facture que 50 000 euros. Alors, pour se financer, les grandes universités fonctionnent parfois comme des entreprises. Elles vendent leur savoir. C'est le cas du laboratoire de Duke spécialisé en nanotechnologie. Il est équipé des meilleures machines au monde. Celle-ci coûte 2 millions d'euros. Cette année, 700 clients des entreprises ont loué le savoir de l'équipe scientifique. La location du laboratoire nous rapporte de l'argent que l'on réinvestit directement dans nos équipements. Grâce à ça, on paye les salaires de nos équipes. Cela nous permet de former encore plus d'étudiants, d'améliorer leurs recherches et grâce à ça, nos scientifiques obtiennent plus de résultats. Au final, doit-on vraiment dépenser autant d'argent pour ces études? Pour José et Casey, cela reste un bon investissement sur leur avenir. Le seul nom de notre université est signe de prestige. Dès qu'un employeur le voit sur votre CV, il se dit « Waouh, cette personne vaut le détour ». Mais tout le monde ne réussit pas les concours d'entrée du top 10 américain. Pour les autres, heureusement, les universités publiques ne sont pas forcément moins bien équipées. Celle de Floride compte 50 000 étudiants, chiffre d'affaires 4 milliards par an, grâce à l'hôpital et l'équipe de football. L'université vend les droits télé. Elle est aussi propriétaire de la marque L'Alligator, qu'elle vend sous forme de t-shirts ou de casquettes. 37 millions ont été investis cette année dans une salle de basket qui n'a rien à envier à celle des professionnels. Et comme dans le public, l'État finance une partie des frais, ceci ne s'élève qu'à 5 000 euros par an. Certains cursus sont aussi cotés que dans le privé. Voici la section journalisme où l'on a reproduit une vraie salle de rédaction. Pour moi, c'est de la folie de payer autant d'argent dans le privé, alors qu'ici, on a le même type d'enseignement et la même chance de réussite. Au final, selon cet enseignant-chercheur français, la grande différence avec notre système, c'est le niveau d'exigence. Il y a une compétition, je dirais, permanente entre les universités aux États-Unis. C'est véritablement un marché, au sens économique du terme. Et la compétition se fait sur plusieurs dimensions. En compétition pour les meilleurs étudiants, il y a une sélection à l'entrée, très drastique. Et il y a aussi une sélection extrêmement féroce pour les meilleurs enseignants-chercheurs. Une compétition que l'on retrouve plus tard dans le monde du travail. Le prestige d'une université et son réseau de contacts peuvent rapporter gros. Et ce sont souvent ces étudiants-là qui décrochent les postes les mieux rémunérés. Impressionnant quand même. Jacques, j'imagine qu'avec ces tarifs-là, il y a eu une augmentation sans précédent de la dette étudiante dernièrement, non? Exactement, sans précédent, 1 trillion d'euros, c'est-à-dire 1000 milliards d'euros. C'est le montant de la dette étudiante dans ce pays. Elle est 2 fois plus élevée qu'il y a 10 ans. Elle n'a jamais été aussi importante. Ça a d'ailleurs été un des grands sujets de campagne cher à Bernie Sanders durant la dernière campagne électorale américaine. La médiane d'endettement, c'est environ 15 000 euros par étudiant, 7 000 pour les plus démunis et 40 000 pour ceux que l'on a vus et qui ont les moyens de se payer ces fameuses universités de l'Ivy League. Ça traduit d'ailleurs d'une certaine façon encore les disparités qu'il y a dans ce pays dans tous les domaines. Et comme ils savent que c'est moins cher dans d'autres pays que le leur, il doit y avoir un certain nombre d'Américains qui pensent à aller étudier à l'étranger, non? Oui, absolument. De plus en plus, notamment au Canada, qui n'est même pas vraiment considéré comme un pays étranger. C'est un pays cousin pour les Américains. Mais ensuite, le Royaume-Uni arrive en tête des meilleures destinations pour les étudiants américains qui partent à l'étranger.
Et figurez-vous que la France arrive en 4e position avec environ 20 000 étudiants sur 320 000 étudiants américains qui chaque année donc garnissent les universités. Vous voyez qu'on est plutôt bien placé. Mais surtout, les entreprises américaines demandent à leurs étudiants américains d'aller de plus en plus à l'étranger parce qu'ils trouvent que d'une certaine façon, ils ont une vue un peu trop restrictive en restant aux États-Unis et qu'ils ont besoin de s'ouvrir vers le monde. Ça veut dire qu'à l'avenir, il faut peut-être s'attendre à avoir un peu plus d'étudiants américains dans nos universités, en France notamment. Ah, c'est marrant, la France souvent 4e en ce moment. Tiens, merci beaucoup Jacques, merci pour toutes ces précisions sur ce phénomène et à bientôt évidemment. Madame, monsieur, la sonnerie a retenti, le cours touche à sa fin. Merci donc à nos 4 correspondants de nous avoir plongés au cœur des études supérieures à l'étranger. La semaine prochaine, l'amour avec un grand A sera à l'honneur puisque nous parlerons mariage. Cette union est-elle toujours aussi sacrée ou au contraire un peu démodée? Comment a-t-il évolué ces dernières années ailleurs dans le monde? Eh bien, réponse samedi prochain. Vous êtes tous conviés à la fête. Télématin, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve bien sûr lundi dès 6h30. En attendant, voici quelques images de la semaine écoulée. C'est la petite séance de rattrapage. Très bon week-end à toutes et à tous. Regardez, derrière elle, un camion lancé à pleine vitesse a emporté le portail gonflable matérialisant la ligne d'arrivée. Voilà. Vous avez trouvé un YouTuber qui nous offre une performance. Vous savez, maintenant, je suis proche de vous. Vous êtes là la semaine dernière parce que j'étais trop loin. Regardez, donc j'ai là, rangé maintenant, je ma me colle. Oui, ça vous va comme ça? Oui, très bien. Parce que moi, ça me va très bien aussi. Je vais vous laisser. Regardez-le, regardez comment l'avion se pose. Ça, c'est le toit des galeries. Mais c'est incroyable. Et puis, l'arrivée, évidemment, un petit peu délicate, un petit peu difficile. Ça ne se voit pas au premier coup d'œil, mais ce bureau abrite un petit potager. Voilà, c'est dans cette vieille armoire, en fait. Les perles des Flandres sont bien cachées. Voilà. Tadam! D'accord. Mes 3 petits chicons. Il faut croire en ses rêves. Moi, si j'avais écouté un seul prof, une seule personne qui m'a rabâché arrête de rêver, on vit pas en sauvant des singes, redescends sur Terre, je ne serais pas là aujourd'hui. Je ne sais pas, est-ce que certaines mamans, en tout cas, je leur souhaite d'accoucher avec ce médecin brésilien qui fait danser toutes ses patientes au moment du travail. On le regarde et on l'écoute. Le meilleur moyen de connaître l'ivresse du bonheur et peut-être aussi d'oublier les sushis de la vie quotidienne. Ah, vous donnez le ton, vous. Voilà, je sais, c'est nul, mais bon, ça me fait toujours rire, moi. Oui, moi aussi, j'en ris d'avance. Voilà. Merci beaucoup.